Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de ma série sur le mercato des clubs de Ligue 1. On est à mi-parcours, hein. Enfin ça fait déjà 9 épisodes et on abordera la deuxième partie dès demain sur un nouveau club. Mais aujourd'hui on va parler de mon club de cœur, l'Olympique de Marseille. J'attendais cet épisode depuis très longtemps. Vraiment voilà, dès que j'ai commencé à faire la série, évidemment que j'ai pensé à me projeter sur mon club, d'autant plus que l'OM réalise un mercato, j'ai envie de dire presque historique, utilisons les grands mots. Je ne suis pas supporter de l'OM pour rien, j'ai tendance à énormément extrapoler les choses en tant que bon supporter de l'OM qui se respecte, et c'est vrai que le mercato de l'OM, il faut le dire, après des années de souffrance durant lesquelles on a vraiment galéré sur les mercatos, et bien l'OM, il faut le dire, réalise un super mercato et sans conteste le meilleur mercato de Ligue 1 cette saison. Tout d'abord, on va commencer, avant de parler du mercato, par un bilan de la saison dernière, notamment en Ligue 1. Et la saison dernière, c'est ce que j'appelle la saison du paradoxe. C'est-à-dire que l'Olympique de Marseille, sous Igor Tudor, avait très bien entamé la saison. On se rappelle qu'on avait enchaîné de août à octobre énormément de matchs sans défaite. C'était un jeu plutôt enthousiasmant. Tous les joueurs étaient vraiment au top. On avait trouvé une vraie recette et les supporters commençaient enfin à accepter Igor Tudor, hein, parce qu'on le sait, pour le coach croate, ça avait été très compliqué au début, sifflé avant même son premier match officiel suite à la mauvaise série de matchs amicaux. Mais c'est vrai que le début de saison avait été très enthousiasmant. L'Olympique de Marseille en Ligue 1 était là vraiment pour concurrencer le PSG, et c'était eux, hein, qui étaient vraiment en balotage pour la deuxième place, pour la place de dauphin du PSG. Et ensuite, il y a eu une défaite face à Ajaccio. Pour l'anecdote, j'y étais. C'était un match absolument calamiteux où l'OM a été horrible. Et à partir de là, il y a eu évidemment des moments où ça a été beaucoup plus compliqué pour l'OM, et c'est là qu'on a un peu perdu l'espoir d'être champion. Finalement, cet espoir est revenu après la Coupe du Monde au Qatar, parce que derrière on s'est vraiment bien repositionné. Il y a eu aussi une remise en question, et puis je pense que de janvier, février, mars, il y a eu des très bons résultats qui nous ont permis presque de concurrencer le PSG. On a même cru au titre à un moment donné. Donc c'est vrai qu'après la Coupe du Monde au Qatar, je me souviens même d'une victoire face à Toulouse où on gagne 6-1, alors que Toulouse c'est quand même pas n'importe qui. Je veux dire, Toulouse c'est quand même une équipe qui a fait une bonne saison. Tu gagnes 6-1 contre eux. Je crois que c'était le premier match après le retour de la Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où on a cru au titre, mais il y a aussi eu des moments, notamment sur la fin de saison, où on a eu peur de ne même plus pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions. On a eu peur de se retrouver en Ligue Europa. Donc c'est vrai que ça a été vraiment la saison du paradoxe, c'est qu'à des moments donnés, on pensait pouvoir concurrencer le PSG pour le titre, et à d'autres, on s'est même cru en train de perdre la qualification pour la Ligue des Champions. Donc c'est vrai que ça a été une saison vraiment mi-figue, mi-raisin, la saison du paradoxe, et ce, dans toutes les compétitions, et c'est parfaitement illustré par la Ligue des Champions, mais surtout par la Coupe de France. En Ligue des Champions, sur la dernière journée face à Tottenham, eh bien, tu passes d'un moment où tu es presque premier du groupe à 45 minutes plus tard, la quatrième place et plus de compétition européenne. Et en Coupe de France, alors là, c'est vraiment le paroxysme du paradoxe. Voilà, tu sors Rennes, tu sors le PSG, puis tu te fais éliminer par Annecy. Donc ça a été vraiment la saison du paradoxe. Et j'ai envie de dire, si quelqu'un me dit que la saison dernière, la saison de l'OM, c'est du 0/10, et qu'une autre personne vient me voir pour me dire que l'année dernière, la saison de l'OM, c'est du 10/10, eh bien je ne serais même pas étonné, tant la saison de l'OM a été extrêmement paradoxale, avec des résultats de grande qualité. C'est parfaitement illustré par la première mi-temps face à Tottenham, c'est parfaitement illustré par la victoire en Coupe de France face au PSG, la victoire en Coupe de France face à Rennes, mais c'est aussi parfaitement illustré par la défaite face à Ajaccio, la fin de saison avec la défaite contre Lens, la défaite contre Rennes, la défaite contre Ajaccio, non pas Rennes, pardon, je ne sais plus. En tout cas, voilà, il y a eu la défaite contre Brest également à domicile, et Ajaccio. Voilà, c'était pas Rennes, c'était Ajaccio. Donc c'est vrai que ça a été parfaitement illustré. Il y a eu vraiment un paradoxe, avec d'un côté des résultats de très grande qualité et d'un autre des résultats où on s'est dit comment est-ce qu'on a fait pour perdre. Donc un match contre Annecy, tu te demandes comment tu fais pour le perdre. Donc c'est vrai que c'est vraiment la saison du paradoxe. Et du coup, suite à cette fin de saison assez catastrophique, parce que tu multiplies les défaites, Lens te met 11 points d'avance, alors que sur peut-être vers la 29e, la 30e journée, tu pouvais encore les concurrencer, voire même concurrencer le PSG. Je me rappelle que sortir d'une victoire contre Auxerre, où là aussi j'y étais à la fin, les gens étaient optimistes quant au fait d'aller titiller le PSG, et puis finalement tu te retrouves à la fin troisième avec 11 points d'avance sur le RC Lens, mais quand même avec un matelas assez confortable, hein, quand même sur tes concurrents de derrière, parce que les concurrents de derrière n'ont pas réussi à venir t'inquiéter, dû à la faiblesse de notre Ligue 1 et au fait que les adversaires de derrière n'ont pas réussi à enchaîner les bons résultats. Mais c'est vrai que ça a été une saison mi-figue mi-raisin, et à la fin de cette saison, Igor Tudor a quitté l'Olympique de Marseille. Il a décidé de plier
papier et bagages. Et moi j'ai été assez déçu parce que Igor Tudor nous a quand même offert de super moments. Igor Tudor nous a quand même offert une certaine révolution à l'OM, quelque chose qu'on n'avait pas vu peut-être depuis Bielsa en termes de remise en question des principes de jeu qui étaient là et qui étaient effectifs, qui étaient effectués avant. Donc c'est vrai qu'il a vraiment mis une révolution tactique en place, un jeune coach. Je pensais vraiment qu'il pouvait s'inscrire sur le long terme, surtout que le mercato n'a vraiment pas été fait en sa faveur, c'est-à-dire que c'était pas les joueurs que lui voulait, à part sur le mercato hivernal où on lui a quand même ramené Malinowski qui colle un peu plus à son style, mais c'est vrai que les joueurs qu'on a recrutés n'étaient pas du tout du style Tudor et je trouve qu'il s'en est quand même plutôt sorti. Après sur la gestion émotionnelle, le match contre Tottenham, et sur la gestion humaine, la gestion de Payet, la gestion de Tavares, ça a été peut-être un peu plus difficile pour le coach croate, mais franchement la saison de l'OM l'année dernière je lui mets réellement un 6 sur 10, voire même un 7 dans les meilleurs moments, parce que je trouve quand même qu'Igor Tudor a été un bon coach de l'OM, et je le redis, je suis déçu qu'il ait quitté le club. Maintenant, évidemment, une nouvelle page va s'écrire du côté de la Canebière, et donc on va commencer avec le mercato 2023-2024 et marquer cette transition avec la saison dernière. Et le mercato, il y a 5 arrivées, pour le moment, je dis bien pour le moment et je l'espère, j'espère qu'on aura d'autres recrues dans le futur sur le mois d'août. On a Kondogbia, 8 millions d'euros, c'est quand même un sacré braquage parce que Kondogbia c'est quand même un milieu de terrain qui a fait des choses du côté de l'Atlético, qui a fait des choses du côté de Valence, c'est un milieu de terrain qui était à Monaco aussi dans le passé, quand même une sélection, quand même quelques sélections avec l'équipe de France, il a changé de nationalité sportive, il est maintenant avec le Centrafrique, mais c'est vrai qu'il a quand même eu des sélections en équipe de France, donc c'est vrai que Kondogbia 8 millions, je trouve que c'est un sacré braquage, surtout que c'est un joueur qui n'est pas vieillissant, il est encore dans la force de l'âge, même si évidemment, si tu le prends à 8 millions, c'est que l'Atlético a bien voulu te le céder et que forcément ça devait moins bien se passer sur la fin du côté de Madrid. Lodi, 13 millions d'euros, arrière gauche, moi j'ai pas peur de le dire, je pense que Lodi c'est peut-être top 10 des meilleurs arrière gauche du monde, voire même top 15 si on élargit vraiment le classement, mais c'est avec Lodi, il y a quelques années à l'Atlético, c'est un joueur qui a joué des matchs super importants en Ligue des Champions. L'année dernière, il était prêté du côté de Nottingham, il a fait des choses intéressantes aussi. C'est vraiment un arrière gauche de grande qualité, international brésilien. Maintenant là aussi, s'il vient du côté de l'OM pour seulement 13 millions d'euros, alors que les meilleurs arrière-gauche du monde et les jeunes se vendent à 40, 50, 60, c'est qu'évidemment il y a un problème, c'est pas non plus le top du top, c'est pas le haut du panier s'il vient à l'OM, mais c'est quand même un arrière-gauche qui va faire le boulot. Et c'est un arrière-gauche surtout qui a un cerveau, qui a de l'expérience, et c'est vrai que ça change quand même de Tavares, et dans un système à 4, de toute façon je ne voyais absolument pas Tavares s'éterniser à l'OM, et avec Lodi, tu as vraiment un joueur qui a l'habitude de jouer à 4, qui a l'habitude du système du style Marcelino, parce que Simeone, Marcelino, je pense que c'est quand même pas de la même école, mais je pense que ça s'approche quand même en termes de tactique, et je pense vraiment qu'il va pouvoir s'intégrer pleinement à ce système-là. Aubameyang, qui arrive libre de Chelsea, Aubameyang, c'est quand même un gars, évidemment qu'il arrive à 34 ans, que c'est plus le même Aubameyang que celui de Dortmund, que celui d'Arsenal, mais il y a à peine un an, à Barcelone, je le vois cartonner le Real Madrid sur un Classico. Voilà, même avec Chelsea, il a aussi fait des choses intéressantes cette saison, même s'il a moins joué, à chaque fois qu'il a joué, je l'ai trouvé plutôt bon. Donc Aubameyang, c'est quand même pas n'importe qui, mais c'est surtout sur la portée symbolique. C'est vrai qu'il y a quelques années, au poste de numéro 9, on a tiré Fletcher, on a tiré Germain, on a tiré Mitroglou. Et là, c'est la portée symbolique, c'est plus la portée symbolique que la portée sportive. Parce que oui, Aubameyang, peut-être qu'il va avoir du mal, peut-être qu'il va connaître des moments compliqués, comme tout numéro 9 à l'OM, évidemment qu'il est plus dans la force de l'âge et qu'il est sur un déclin inévitable, mais c'est vrai que sur la portée symbolique, le fait de ramener Aubameyang libre, c'est absolument énorme quand on sait où tu étais il y a encore quelques années. Ismail Assar, 13 millions, et pour moi Ismail Assar, tactiquement, avec Lodi, ce sont les deux meilleurs recrues parce que ce sont les deux joueurs dont tu as besoin en termes de profil. Lodi, tu avais besoin de cet arrière-gauche expérimenté qui peut s'épanouir dans un système à 4 dû à son passé et dû à sa solidité défensive, et Ismail Assar, tu avais besoin de ce joueur rapide, ce genre de percussion que tu n'avais pas l'année dernière. L'année dernière, tu avais Under, tu avais Harid, c'est des joueurs qui percutent, mais c'est pas des joueurs rapides. Là, tu as vraiment le joueur que tu peux envoyer en profondeur, avec lequel tu peux lancer de grosses transitions rapides, et ça, c'est vraiment très intéressant en termes de profil. Et puis la dernière recrue, évidemment, la portée émotionnelle de ce mercato, c'est Ndiaye. 17 millions, évidemment que c'est un peu beaucoup pour un joueur qui n'a évolué qu'en Championship, même si le Championship, c'est quand même un championnat de bon niveau. C'est pas notre Ligue 2, c'est pas la deuxième division espagnole, c'est pas la deuxième division italienne. Le Championship, c'est quand même un championnat de qualité, c'est très physique, il y a beaucoup de matchs, etc. Donc il faut s'accrocher dans le Championship, mais 17 millions, quand on connaît les finances de l'OM, ça peut paraître beaucoup pour un joueur qui n'a jamais joué en Première Ligue, qui n'a jamais joué dans un top 5 européen, mais Ndiaye, c'est un joueur qui a joué une Coupe du Monde, c'est un joueur qui a été titulaire à Sheffield, qui vient de monter en Première Ligue, et c'est un joueur surtout qui a une histoire toute particulière avec le club. Évidemment, il a été au centre de formation de l'OM, il a joué quand il était petit dans les rues de Marseille, voilà, un joueur qui évidemment adore le club, qui aime le club, qui va mouiller le maillot, et un joueur évidemment avec qui
La portée émotionnelle va être très forte, surtout sur les soirées au Vélodrome, surtout que c'est un joueur technique. Il nous manquait là aussi ce numéro 10, parce que je disais tout à l'heure qu'il nous manquait un Ismail Assar qui va très vite sur le côté. Il nous manquait aussi ce numéro 10, un peu maestro, le gars qui peut lâcher le ballon au bon moment, le gars qui a cette justesse. Harit, c'est un profil technique, mais Harit, il est plus dans le dribble, dans l'élimination, dans le déchet technique, dans la prise de risque, alors que Ndiaye, c'est vraiment plus la justesse, c'est plus le numéro 10 qui va distribuer. Et ça, c'est évidemment très intéressant. Avec Sarr et Ndiaye, tu as vraiment deux profils de qualité, et puis surtout deux Sénégalais. Et quand on connaît l'histoire de l'OM avec l'Afrique et plus précisément avec le Sénégal, évidemment que ça ne peut que nous réjouir. Les options d'achat levées, tu as levé l'option d'achat sur Harit, 5 millions, pour moi c'est un braquage, même s'il revient d'une grave blessure. 5 millions, quand on voit le niveau qu'il a pu afficher avant sa blessure, c'est super. Malinowski, 10 millions, ça me paraît un peu beaucoup pour un joueur qui n'a pas été bon la saison dernière, pour un joueur qui ne sera sûrement pas titulaire cette saison. Mais voilà, Malinowski, 10 millions, mais je continue à y croire parce que ça reste un joueur qui a fait des grosses performances du côté de l'Atalanta Bergame dans le passé, donc évidemment que 10 millions c'est beaucoup, mais s'il retrouve son niveau de Bergame, s'il arrive à s'installer, ça peut être vraiment intéressant, et puis on est à l'abri de rien, il va y avoir beaucoup de matchs, donc il y a beaucoup de joueurs qui vont être testés. Et Blanco, tu arrives à avoir un deuxième gardien pour 1,5 million. J'aurais aimé voir Simon s'épanouir dans le poste de numéro 2, malheureusement ce dernier va partir. Voilà, j'aurais aimé quand même qu'on donne sa chance à un jeune du centre de formation, c'est dommage pour Simon qui va sûrement devoir aller voir ailleurs malheureusement. Au niveau des départs, alors on a Tavares, Caboret et Bailly qui ont vu leur prêt expirer, qui n'ont pas continué l'aventure avec l'OM, ce qui est tout à fait compréhensible. Bailly, trop de blessures, Tavares peut pas jouer dans un système à 4, et Caboret a été plutôt décevant l'année dernière, même si dans un système à 4, Caboret, j'aurais beaucoup aimé le voir. Parce que c'est vrai que là, on a Jonathan Klaus, on en parlera juste après. Jonathan Klaus qui ne peut peut-être pas jouer dans un système à 4, j'aurais aimé voir Caboret qui a quand même fait une bonne canne avec le Burkina Faso sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations, qui a été formé à Manchester City, donc c'est quand même un joueur qui a fait des choses, qui a été bon à 3, mais l'option d'achat était beaucoup trop élevée. Je crois que c'était une vingtaine de millions. On ne peut pas mettre une vingtaine de millions sur un joueur qui a trop peu prouvé sur la saison dernière, même si je continue à penser que dans un système à 4, Caboret, ça aurait peut-être pu être plus intéressant que Jonathan Klaus, surtout qu'il est plus jeune. Il y a d'autres départs, Payet évidemment, ce qui a fait beaucoup de mal aux supporters de l'OM, le fait que le numéro 10 français quitte l'Olympique de Marseille. Moi ça m'a fait très mal parce que Payet pour moi c'est la légende de l'OM sur les dernières saisons. Mais c'était évident, de toute façon Payet ne pouvait pas s'éterniser à l'Olympique de Marseille, il y avait trop de joueurs dans son secteur, il arrive à un âge avancé, l'année dernière il sort d'une saison où ça a été très compliqué pour lui, autant sur le plan mental que sur le plan physique. Je pense malheureusement que c'était la bonne décision, même si évidemment sur le plan humain ça reste moyen parce que tu le dégages un peu, mais c'est comme ça, c'est le football, malheureusement c'est un domaine très cruel. Alexis Sanchez, là aussi il y a une certaine incertitude, moi j'y croyais jusqu'à ce que Ndiaye signe. Maintenant qu'Ndiaye a signé, je me demande si on en a vraiment besoin, et puis si le joueur avait vraiment envie de continuer à l'OM, il aurait prolongé dès le mois de mai. Là, il continue à faire durer les négociations. Bon, je trouve que c'est un peu moyen parce que si tu as vraiment envie de rester et t'incorporer dans le projet, tu le fais dès le mois de mai, dès le mois de juin. T'attends pas le mois d'août pour dire si je reste ou pas, surtout qu'il a intégré de très nombreux clubs. Je continue à penser à sa sincérité parce que il a pas cédé aux sirènes saoudiennes, il a toujours pas donné son accord à d'autres clubs, il accepte encore de baisser son salaire encore un peu pour revenir, mais finalement avec la signature d'Ndiaye, avec un secteur offensif très fourni, je me demande si on a encore besoin de Sanchez, surtout que le joueur vieillissant, tu l'as déjà avec Aubameyang, et que ça reste à voir, même si évidemment je ne dis pas non à Alexis Sanchez vu la saison et l'état d'esprit qu'il a affiché l'année dernière. Kolasinac qui est parti aussi, ça a été une perte un peu sous-cotée, surtout qu'il est parti libre, mais Kolasinac, mis à part la tête contre Tottenham, il a quand même fait preuve d'une grosse solidité mentale l'année dernière pour s'en relever et pour devenir l'un des hommes forts de l'OM sur la deuxième partie de saison, donc c'est une grosse perte, mais maintenant Kolasinac qui part, bon, on va pas le pleurer non plus, mais c'est vrai que c'est quand même une petite perte. Après, il y a des ventes un peu plus minimes, mais des ventes quand même qui font sourire quand on connaît le passé de ces joueurs-là avec l'OM. Radonic, que tu as vendu 1,7 million du côté du Torino, je crois. Strootman, qui est enfin parti. Donc là, tu dégraisses une énorme masse salariale qui nous a tellement fait mal sur le plan financier depuis des années. Suarez, 8 millions quand même du côté d'Almeria. Donc tu vas pas cracher dessus quand on connaît le niveau du joueur. Et Milik, 6,30 millions d'euros du côté de la Juve. Donc ça te fait quand même un peu d'argent, hein, il faut le dire, ça fait un peu d'argent de poche, j'ai envie de dire, pour l'Olympique de Marseille. Mais voilà, c'est vrai que c'est des joueurs, ça fait sourire parce que ces joueurs-là, bon, maintenant, ils sont plus du tout dans le projet marseillais, donc ça fait plaisir de revoir leur nom. Mais c'est vrai que voilà, Strootman, tu dégraisses un peu tes finances, et puis Radonic, malheureusement, tu l'avais acheté 13 millions d'euros quand même du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade, là tu le vends une aumône du côté du Torino. Bon,
Je ne dirai pas ce que j'en pense. Du côté des rumeurs, alors il y a beaucoup de rumeurs. Cengiz Under, là c'est en train d'être finalisé avec Fenerbahçe. Il y a un petit problème au niveau des modalités financières, mais tout indique que Under va s'engager du côté de Fenerbahçe pour une belle somme, hein. On parle d'une somme de plus de 10 millions d'euros, donc c'est pas inintéressant sur le plan financier. Surtout que Under a rendu de service, ça fait 2 ans qu'il est là. On le sait, les joueurs ne sont pas là pour s'installer sur la durée à l'Olympique de Marseille, sinon ça se saurait depuis des années. Et Under finalement c'est un joueur qui a été tellement sous-coté, qui a fait tellement de bonnes choses du côté de l'OM. C'est lui qui brise la malédiction de Bordeaux, c'est lui qui fait gagner le match presque face à Lyon. Donc c'est un joueur qui a vraiment fait de belles choses, qui a rendu de fiers services sans jamais demander en retour, j'ai envie de dire, sans jamais dire un mot plus haut que l'autre. Donc voilà, merci à lui pour les services qu'il a rendus, mais il faut évidemment marquer une transition. Il y a Ismail Assar qui est arrivé, il y a Ndiaye qui est arrivé, il y a Aubameyang, donc c'est comme ça dans le football, il y a souvent des transitions et merci à Under. Il y a la rumeur Mbemba, là aussi, mais je ne comprends pas vraiment cette rumeur. Je trouve que Mbemba, t'en as encore besoin. Je comprends pas pourquoi est-ce que l'OM voudrait le vendre. Il n'y a aucun intérêt à le vendre. Je vois pas quelle plus-value tu pourrais faire. Je vois pas quel club pourrait mettre plus de 15 millions sur Mbemba connaissant son âge. Et puis surtout, il a vraiment été très bon l'année dernière. Bon, sur les 6 derniers mois, peut-être qu'il est passé d'une note de 9 sur 10 à 6 sur 10, mais c'est quand même resté un de tes hommes forts. C'est quand même resté un joueur plutôt costaud sur lequel tu peux compter, même s'il a évidemment fait des erreurs comme tout le monde sur la fin de la saison. Il a lui aussi malheureusement quitté le navire sur le mois d'avril, sur le mois de mai, mais je vois pas pourquoi on devrait vendre Mbemba. Enfin, je comprends pas vraiment ces rumeurs, à part s'il y a une grosse somme, mais sinon je vois pas pourquoi est-ce qu'on s'en débarrasserait. Et puis Gendouzi, je pense que la rumeur qui s'est un peu éteinte sur les derniers mois va sûrement revenir sur la table parce que tu as besoin de dégraisser dans ce milieu de terrain où il y a beaucoup de joueurs, quoique Pape Gueye est suspendu pour 4 mois, donc peut-être que tu vas revoir un peu tes considérations au niveau du poste de milieu de terrain, mais c'est vrai que Gendouzi, la rumeur va revenir, elle va refaire surface. Il va y avoir d'autres clubs de Première Ligue qui vont s'y intéresser, surtout dans le money time du mercato où il y a beaucoup de clubs de Première Ligue qui font des panic buy en dépensant énormément. Tu peux gratter pas mal d'argent sur Gendouzi, mais là pour l'instant il n'y a pas de rumeur et puis je vois pas pourquoi on se débarrasserait de lui. Je veux dire, Pape Gueye est suspendu, après t'as Verretou, Rongier et Kondogbia, donc t'en as que 4, sachant que les matchs vont commencer à s'enchaîner. Dites-moi s'il y a un autre milieu de terrain, mais là j'en vois pas. Donc je vois pas pourquoi tu t'en débarrasserais, surtout que Gendouzi il a connu une saison très compliquée l'année dernière sans jamais broncher, même s'il y a des rumeurs qui disent que ça l'a quand même agacé d'être un peu mis au placard comme ça, de jouer numéro 10, mais c'est vrai que Gendouzi c'est quand même un de tes symboles, c'est quand même un des chouchous du Vélodrome, et mis à part pour 30 millions et plus, moi je ne le vends jamais. Il y a au niveau des arrivées, il y a Sanchez évidemment qui va peut-être empiler, Joachim Melle, et ça c'est très intéressant parce que Melle c'est quand même un joueur qui a fait de très belles choses avec le Danemark, notamment à l'Euro 2021, qui a fait de belles choses en Ligue des Champions avec l'Atalanta, qui a failli venir il y a quelques années, mais qui a préféré aller à l'Atalanta parce que l'OM n'avait pas les moyens d'investir sur lui. Melle, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir couvrir deux postes, le poste d'arrière droit, je sais qu'avec le Danemark, il joue arrière gauche parce qu'il y a Was de l'autre côté, donc voilà, tu peux couvrir deux postes, tu peux couvrir les failles de Klose, tu peux couvrir aussi le poste de Lodi qui n'est pas encore doublé, à part le petit Soglo qui peut peut-être s'imposer en équipe 1 sur les prochaines semaines, mais c'est vrai qu'avec Melle, tu fais coup double au poste d'arrière droit où je pense qu'il prendra la place de Klose parce que lui il a l'habitude des systèmes à 4 et à gauche où il pourrait suppléer Lodi sur les matchs un peu moins importants. Donc Melle, franchement, ça peut être très intéressant et je pense qu'à moins de 15 millions, je me jette vraiment sur Joachim Melle. Laporte, ça c'est un peu la rumeur folle, mais pas si folle que ça parce que il est remplaçant à Manchester City, parce que je ne pense pas que ça se bouscule pour lui et je pense vraiment qu'en prêt ça peut être intéressant. Maintenant, il faudra voir aussi au niveau des salaire parce que Manchester City voilà, le paye très cher et que pour venir à l'OM il va devoir faire des concessions, mais Laporte pourquoi pas rêver. On a attiré Aubameyang, on a attiré Sanchez, ça c'est l'ego du supporter marseillais qui a attiré deux joueurs et qui pense qu'il peut attirer n'importe qui, mais c'est vrai que Laporte franchement moi je me jette sur un prêt de 2 ans, d'un an où City prend en charge 50% du salaire. Franchement ça peut être intéressant, ça te fait un gaucher, t'en as pas beaucoup depuis le départ de Kolasinac, donc pourquoi pas. Il y a Eric Garcia, je suis un peu moins séduit par l'option Eric Garcia, je trouve que c'est un joueur plutôt limité, même pour l'OM. Voilà, j'aime pas beaucoup ce profil-là. Et puis il y a Deketelar, c'est une rumeur qui est un peu survenue là sur les dernières heures, mais Deketelar c'est beaucoup trop cher. Et puis même lui, je pense que venir à l'OM ça l'intéresserait pas vraiment. C'est un joueur qui a de la jeunesse, qui a de la fougue, qui a beaucoup de talent. Évidemment, il est passé à côté de sa première saison du côté de Milan, mais ça ne veut pas dire qu'il ne performera pas sur les prochaines saisons, surtout qu'il a beaucoup de potentiel. Donc je ne le vois pas venir à l'OM. Maintenant le 11, moi je mets Paul Lopez dans les buts. Bon, évidemment, t'aurais aimé investir dans un meilleur gardien, mais là tu t'es un peu occupé de postes un peu plus importants, hein, desquels tu avais besoin, donc t'as pas eu le temps d'investir sur un gardien. Mais moi je garde Paul Lopez, il a fait quelques erreurs l'année dernière, je continue à penser que son gabarit n'est pas celui d'un gardien de haut niveau.
Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais je trouve que c'est quand même un gardien qui fait le boulot globalement. Et faute de pouvoir en attirer d'autres, eh bien je le garde. Klose à droite, on va devoir partir comme ça. Mais si Mele arrive, je mets Mele parce que Klose, dans un système à 4, ça me paraît quand même compliqué. Mbemba, évidemment, même s'il y a des rumeurs de départ, moi, si je suis dirigeant du club, je le garde tous les jours. Gigot à côté de lui en attendant peut-être mieux, peut-être l'anglais, peut-être Laporte. Là aussi, à voir. Mais Gigot a fait le boulot l'année dernière, donc je garde. Renan Lodi sur le côté gauche. Kondogbia au milieu de terrain avec Gendouzi. Et si Gendouzi part, je mets Rongier à la place de Gendouzi. Voilà, Kondogbia, ça c'est sûr. Hein, il a connu Marcelino, il est venu pour une belle somme. Donc c'est lui qui va s'installer en tant que titulaire. Et à côté de lui, je mets Gendouzi parce que je pense que ce sont eux qui sont les deux meilleurs milieux de terrain de l'OM en termes de talent. Et après, évidemment, Rongier, Verretou, parce qu'il va y avoir beaucoup de matchs. Donc forcément, tu vas aussi devoir les faire jouer beaucoup. Mais franchement, Kondogbia, Gendouzi, ça me va. Et puis si Gendouzi part, ça le Rongier ou Verretou. Mais voilà, ça te fait vraiment 4 milieux de terrain de grande qualité. Et sachant que les matchs vont s'enchaîner, eh bien, tu pourras alterner entre les paires à chaque fois. Ndiaye en numéro 10, évidemment, un investissement de 17 millions d'euros, bah, tu es obligé de le faire jouer à titulaire au début, surtout qu'il va forcément être chouchouté lors de ses premiers pas à l'OM. Harit à gauche qui revient de blessure, donc forcément il va falloir être indulgent avec lui au départ, mais à gauche, avec Lodi qui va faire beaucoup de montées, avec Aubameyang qui va beaucoup décrocher, avec Ndiaye ou avec Sarr de l'autre côté sur des transversales, ça peut vraiment être très intéressant d'avoir un Harit qui repique pour laisser le côté à Lodi. Et puis sur le côté droit, Ismail Assar avec le départ d'Under, et surtout que Ismail Assar c'est un gros investissement qui t'apporte une certaine diversité de profils, donc là aussi évidemment titulaire, et puis Aubameyang devant, voilà en numéro 9, ce sera lui ton buteur la saison prochaine, et puis si Sanchez revient, il faudra un peu remodeler tout ça, il y a évidemment Vitinha qui sera le suppléant d'Aubameyang, il y a évidemment Unai qui sera sûrement déporté sur un côté parce qu'au milieu de terrain il y a un petit embouteillage, mais en tout cas globalement c'est très intéressant, je trouve qu'il y a un effectif qui est complet avec une vraie diversité de profils, maintenant avec Ismail Assar, t'as Unai, t'as Aubameyang, t'as vraiment des profils très différents et ça c'est très intéressant. Maintenant, on va parler du coach pour finir cette vidéo qui est déjà très longue, mais on va parler du coach avec Marcelino qui a une grosse expérience de l'Espagne. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est sa première expérience hors de l'Espagne, donc il va falloir être indulgent avec lui. Le football français est radicalement différent du football espagnol. Évidemment, là, on va repasser dans un système à 4, donc ça marque un point de rupture avec Tudor qui lui jouait à 3. Mais voilà, c'est un coach que je trouve très intéressant, qui a du talent, qui est un coach rigoureux, qui est un coach très dur, qui a une vraie éthique de travail, donc il y a un peu une continuité avec Igor Tudor, mais ça va être différent parce que je pense que ça va être un jeu un peu moins plaisant à regarder, un peu plus pragmatique, mais avec une défense à 4, donc un peu différent du style Tudor, mais au niveau de la rigueur, c'est un peu la même ligne directrice, donc c'est très intéressant, contrat de 2 ans, donc on verra, mais en tout cas, ça fait un énième coach, évidemment que ça fait beaucoup, quand même, ça fait quand même ton troisième coach en 2 ans, mais bon, c'est comme ça, mais c'est vrai que moi je suis plutôt hypé par Marcelino, je trouve que il a une vraie rigueur, il a une vraie éthique de travail, et ça va peut-être nous permettre de tirer de beaux résultats. Pour finir la vidéo, les objectifs de l'OM en Ligue 1 cette saison, quels sont-ils? Et pour moi, il faut aller titiller le PSG. Voilà, tout simplement avec un recrutement de ce calibre-là, avec des joueurs de ce talent, sachant que l'année dernière, avec un effectif un peu moindre, tu as quand même réussi à finir troisième en titillant à certains moments le PSG. Je pense que là, avec un effectif aussi qualitatif, tu dois te permettre et tu dois avoir le moyen de tes ambitions et te permettre d'aller titiller le Paris Saint-Germain. Donc voilà, faut pas s'enflammer non plus, mais je pense que l'OM a vraiment les moyens d'aller titiller le PSG. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.